Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être ici. Je m'appelle Pierre-Alix Lauré-Bavet, je suis le cofondateur de Deutone. Je vous présenterai dans une minute ce qu'est le projet Deutone. C'est un plaisir et un honneur d'être ici aujourd'hui pour une intervention de 50 minutes qui va nous amener à questionner comment on peut réaliser une transition écologique qui soit véritablement au service du bien commun. Et pour ça, nous allons voyager vers le futur, pour essayer d'avoir des réponses. Et quand je dis nous allons voyager vers le futur, c'est que nous allons le faire ensemble, et que vous allez le voir, vous allez avoir un rôle prépondérant dans ce voyage-là. Je vais commencer par me présenter pour que vous sachiez d'où je parle et comment je suis arrivé ici. Moi, j'ai 34 ans et j'ai commencé ma carrière au Canada, dans une entreprise qui avait une mission, c'était de rendre les organisations, notamment les entreprises, à la fois plus performantes et plus épanouies, en organisant pour leurs équipes des défis qui les reconnectaient à leurs valeurs, à ce qui était le plus important, et qui leur permet d'adopter des habitudes alignées avec ces valeurs. C'était donc très centré sur l'humain, et ça m'a amené à amener des COMEX de grands industriels dans l'automobile américaine à gravir des montagnes par moins 50 degrés Celsius, à proposer à des entrepreneurs de traverser l'Atlantique à la voile. Aucun rapport avec l'écologie jusque-là, mais un amour pour les défis ambitieux et la transformation de l'être humain. J'ai commencé ensuite à m'intéresser justement aux thématiques écologiques en partant en Argentine. Je suis parti en Argentine et en arrivant sur place, j'ai vu que c'était l'année des énergies renouvelables et j'ai eu envie d'investiguer sur le sujet. Et je suis parti à vélo rencontrer des acteurs de terrain pour savoir ce qu'ils faisaient sur le sujet. Et j'ai rencontré beaucoup de gens, des maires, des entrepreneurs, des députés, etc. Et je me suis dit, tiens, il y a des problèmes, j'ai envie d'y apporter des solutions. Et j'ai décidé de créer une entreprise de conseil en transition énergétique qui s'est basée à Mendoza, au pied de la Cordillère des Andes. C'est la région viticole, et a commencé à proposer des services, notamment d'audit énergétique pour les entreprises. C'était passionnant, là, c'était un regard très technique sur le sujet, mais ça s'est soldé par une frustration fondamentale, c'est que les audits énergétiques que je faisais n'étaient jamais lus, et que même les recommandations les plus simples, les plus évidentes, n'étaient jamais appliquées, et c'était absolument, c'était une frustration très forte. Et ça m'a amené à me questionner et à me demander si je ne devais pas revenir à mes premières amours, en me disant que la transition écologique, c'était un défi, et que face à un défi, l'enjeu principal, c'est l'humain. C'est la volonté que les gens et la capacité que les gens ont à s'engager là-dessus. Et ça m'a intéressé de me dire, bah tiens, peut-être c'est la pédagogie qui peut avoir un rôle là-dessus. Peut-être que la clé, c'est d'être capable de donner aux gens à la fois les connaissances, les leviers, les moyens d'agir, mais aussi l'envie d'agir, non pas juste pour des contraintes, mais pour un projet dans lequel ils croient. Et je suis rentré en Europe fin 2019 et j'ai très vite cofondé un projet qui s'appelle Deutone, qui fait de la pédagogie avec ces deux objectifs-là. Ça m'a amené à former, sensibiliser énormément de gens dans énormément de contextes différents, des militants, des gens comme vous et moi, des équipes dans les entreprises, des ministres, etc. Ça a été absolument passionnant et cette aventure Deutone, elle a fait son bout de chemin en quasiment 4 ans maintenant. On a été créé en 2020, on a 35 salariés aujourd'hui. Et on a une raison d'être qui est très simple, c'est d'accélérer une transition écologique qui est aussi sociale et heureuse, et de le faire en impulsant l'engagement et en fédérant autour de l'écologie grâce à la pédagogie. On le fait avec une expérience pédagogique dont vous allez voir un extrait aujourd'hui qui s'appelle l'atelier Deutone, qui permet en 3 heures à des groupes de personnes, de 6 à 15 personnes, de créer un scénario de transition écologique jusqu'à 2050 et d'en tirer des enseignements clés pour les leviers d'action qu'ils peuvent avoir, qu'ils soient, encore une fois, individus, au niveau individuel, ou entrepreneurs, ou décideurs, et de se dire qu'est-ce que je peux en tirer pour moi. Cet atelier, on le déploie massivement, on veut toucher un maximum de gens, on permet à tous les gens qui vivent l'atelier de se former à l'animation en quelques heures. Ça nous permet aujourd'hui d'avoir près de 200 000 personnes qui ont participé à l'atelier, partout en France, mais aussi à l'étranger, grâce à 9 000 animateurs et animatrices qui le font vivre à leurs proches, à leurs collègues, etc. Voilà d'où je parle, et ça nous amène à la thématique du jour. Quel lien entre transition écologique et bien commun? Alors sur le principe, on peut dire mais c'est absolument évident. Moi, j'aime pas trop les évidences. Quand on me dit c'est évident, il ne faut pas questionner ça, bah moi, voilà, je trouve que j'aime bien questionner les choses.
Résultat, je vais vous poser 2 petites questions et je vais vous proposer d'y répondre simplement à main levée. À chaque fois, il y aura 3 propositions de réponse et on va commencer à prendre un petit peu de hauteur sur le lien entre ces 2 enjeux-là. Première question. Entre 1993 et 2015, quelle évolution pour la proportion de la population mondiale qui vit dans l'extrême pauvreté? L'extrême pauvreté, c'est défini par la Banque mondiale 2,15 dollars de revenus par jour et par personne en parité de pouvoir d'achat. Vous avez 3 réponses. Soit ça a doublé, soit c'est resté la même proportion, soit ça a été divisé par 3. La personne qui pense que la réponse est la réponse A, est-ce que vous pouvez lever la main? On a un bon 40% de tête de la salle. La réponse B, levez la main. C'est plus épars, probablement 15%. Et la réponse C, on a un peu plus de la moitié. Eh bien, la bonne réponse est la réponse C, en effet. Donc là, ici, vous voyez un graphique. Dans les années 80, on était proche de 40%. Aujourd'hui, on est proche, même presque, on pourrait dire divisé par 4. Et donc, il y a une dynamique qui est quand même assez remarquable. Si on zoomait sur les toutes dernières années après 2015, on verrait, notamment avec le Covid, qu'on est plutôt sur une stagnation, voire un léger rebond. Mais la dynamique macro, elle est quand même assez excellente. Deuxième question. Quelle est l'espérance de vie moyenne à la naissance dans le monde aujourd'hui, tout pays confondu, tout continent confondu? Est-ce que c'est 50, 60 ou 70 ans? Les personnes qui pensent que c'est 50 ans, est-ce que vous pouvez lever la main? Nous avons quelques personnes, quand même, une petite dizaine de personnes. Les personnes qui pensent que c'est 60 ans, est-ce que vous pouvez lever la main? Là, on a peut-être un peu la moitié de la salle, je pense. Et finalement, les gens qui pensent que c'est 70 ans, on doit avoir un 40-40-20. Eh bien, la réponse est 70 ans. Donc aujourd'hui, dans le monde, l'espérance de vie, tout pays confondu, est de 70 ans. Le chiffre, en soi, ne nous dit pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est surtout la dynamique. Donc là, on voit l'évolution de l'espérance de vie dans les derniers siècles, et on peut voir 2 choses. La première, c'est qu'on a une hausse qui est colossale. Depuis la fin du 19e siècle, on parle de quasiment 30 ans d'espérance de vie. C'est énorme. Et la deuxième, c'est que ça s'est vu dans tous les continents. Pas exactement au même rythme, pas exactement au même moment, mais partout. Plutôt intéressant. Si j'arrêtais la conférence maintenant, avec quoi vous ressortiriez de la salle? Qu'est-ce qu'on se dirait? Tout va bien? Ça va, tout va bien, effectivement. C'est plutôt positif tout ça. Il y a une expression au Québec qui dit « c'est mieux qu'une claque dans la gueule ». Et on peut se dire, les gens vivent plus longtemps, ils sont moins pauvres, donc c'est génial. L'humanité va mieux. Et alors, on peut se demander pourquoi elle va mieux. Est-ce que c'est juste un tour de magie? Est-ce que c'est juste le hasard? Non, on pourrait se demander pourquoi elle va mieux. Qu'est-ce qui s'est passé exactement au milieu du 19e siècle qui fait qu'on a eu ces évolutions-là? On le sait, il y a eu une révolution industrielle, il y a eu l'accès à certaines nouvelles sources d'énergie, les énergies fossiles notamment, le pétrole, le gaz, qui n'ont pas permis juste des points de PIB, qui ont permis de construire des routes, des hôpitaux, des écoles, et qui ont eu un impact concret sur la vie des gens. Donc on a développé un modèle qui permet d'améliorer la vie des gens. Et donc on peut se dire merci, parce que c'est les acteurs du monde économique, donc c'est nous, nos prédécesseurs, et vous, ici, aujourd'hui dans la salle, qui ont permis ça. Donc merci et bravo pour ça. Si on en reste là, on dit, le bien commun, ça veut dire ne rien changer. Continuer sur cette dynamique-là. Ça pourrait être ça, le bien commun. Continuons comme ça. Mais, vous me voyez venir, il y a un petit souci. Il y a un souci, c'est que ce modèle de développement, il a des coûts écologiques qu'on ne connaissait pas très bien à une époque, on connaît beaucoup mieux aujourd'hui. Et il y en a plusieurs. Il y a le changement climatique, dont on connaît à la fois qu'on est la source du problème, mais aussi qu'il a des conséquences déjà aujourd'hui et plus tard qui seront désastreuses pour l'être humain, mais il y en a d'autres. Il y a l'érosion de la biodiversité qui présente les mêmes caractéristiques, il y a la raréfaction des ressources naturelles, et donc tout ça, ça nous expose à des risques qui sont colossaux. Et donc là, on voit un peu mieux, quand on parle de transition écologique, à quel défi on a affaire.
on a un défi, c'est qu'on a des frontières planétaires, des limites planétaires, des équilibres terrestres qui, si nous les dépassons, mettent en danger les conditions de vie de l'humain et du vivant sur Terre. Il y en a plusieurs, il y en a 9, il y a un institut à Stockholm qui l'a évalué, 9 frontières planétaires, mais on a un autre enjeu, c'est que tous les bénéfices sociaux qu'on a acquis, on n'a pas forcément envie de revenir en arrière. On n'a pas envie de tout sacrifier pour l'écologie. Et donc on doit jouer avec ces deux enjeux-là. La question est comment faire? La réponse est un donut. Vous avez peut-être entendu parler de la théorie du donut, qui est une théorie développée par une économiste anglaise qui s'appelle Kate Raworth et qui permet de visualiser les enjeux de la transition en faisant ressortir cet enjeu de plafond environnemental qu'on voit à l'extérieur du donut et de plancher social à l'intérieur. Et donc à ce moment-là, on peut voir quels sont les enjeux de la transition écologique, si je l'ai dit dans mes termes, c'est de rentrer dans cet espace vert au milieu, cet espace sûr et juste pour l'humanité. Et donc on va dire, c'est quoi une transition dans ce cas-là? C'est un ensemble de transformations qui doivent se faire à plein de niveaux. Au niveau de la consommation, au niveau des modes de vie, au niveau des modes de pensée, des modes d'organisation et bien sûr des modes de production. Donc déjà on y voit un peu plus clair sur c'est quoi la transition écologique et quel lien ça peut avoir avec la notion de bien commun, parce que justement on n'oublie pas forcément les enjeux sociaux. La question, une fois qu'on a dit ça, c'est que prendre des décisions pour respecter tous ces critères, c'est pas évident. Quand on doit suivre 9 indicateurs écologiques plus 17 indicateurs sociaux et piloter des décisions et des stratégies avec ça, c'est très compliqué. La vision systémique est très compliquée. Et donc, en général, on aime bien avoir un élément qu'on peut rationaliser, qu'on peut quantifier, qui nous permet de piloter des décisions et qui soit pertinent. Et pour nous, il y en a un. Il y en a un, c'est le climat. Le changement climatique, et pour nous, il est pertinent à 3 titres. Déjà, parce qu'on connaît très très bien le sujet. On connaît très bien le sujet, on a un très haut niveau de connaissances scientifiques, très haut niveau de certitude, ce qui fait qu'on sait où on va. Deuxièmement, c'est un sujet très central qui a des impacts à la fois au niveau social, à la fois au niveau écologique sur tous les autres enjeux. Et le troisième point, c'est qu'on a le moyen de quantifier les choses. On a une unité de mesure qui s'appelle l'empreinte carbone, qui permet de quantifier tous les impacts d'une personne, d'une entreprise ou d'un pays sur le climat. Donc c'est très pratique parce qu'on peut faire des trajectoires, on peut piloter les choses. Et là, ce que vous voyez, c'est un extrait du dernier rapport du GIEC qui nous montre comment on peut faire pour respecter l'enjeu du changement climatique et ne pas en souffrir de conséquences qui soient trop désastreuses. Il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Cette empreinte carbone est passée notamment par 2 tonnes d'empreinte carbone par an et par personne en moyenne sur Terre en 2050. On a un cap, on a un objectif. La grande question maintenant, c'est comment on fait pour réduire. Parce qu'il faut réduire. Et là, on voit l'ampleur ici du défi. On doit atteindre 2 tonnes en 2050. Aujourd'hui, en France, on est à un peu moins de 10 tonnes par an et par Français. Donc on a un défi, c'est de diviser par 5 l'empreinte carbone en 26 ans, pardon, sachant que l'être humain, en moyenne, on est à 7,5 tonnes. Donc la France, même si des fois on dit la France est un bon élève par rapport à d'autres pays, on reste quand même largement au-dessus de la moyenne mondiale. Donc on a un gros défi face à nous, on peut le quantifier, et on sait maintenant qu'on doit diviser par 5. Comment on fait pour justement identifier les moyens d'action avec ça? Justement, on utilise cette notion d'empreinte carbone. Ici, vous voyez la décomposition de l'empreinte carbone moyenne des Français par poste, qui représente le mode de vie. On peut voir que les transports, c'est un quart de cette empreinte carbone, avec une grande part sur la voiture. Que l'alimentation, idem, c'est un autre quart, avec une grande partie sur la viande. Qu'il y a le logement qui est important, et qu'il y a bien sûr, dans l'empreinte carbone, la partie en rose foncé, les communs, c'est-à-dire tous les services publics dont on peut difficilement attribuer individuellement l'utilisation marginale, mais qu'on va attribuer à tout le monde. Parce que tout le monde est français, tout le monde utilise un peu l'armée française, même si on n'a pas de char d'assaut dans son jardin. Donc, une fois qu'on a ce point de départ, on peut à ce moment-là dire, OK, sur quoi il faut que je priorise mes efforts, sur quoi il faut que j'agisse pour permettre de réduire le plus efficacement possible et d'avoir un effet de levier maximal. On est maintenant outillé, on sait d'où on part, on va pouvoir voir vers où on va.
On va donc se projeter vers l'avenir et c'est maintenant que vous allez véritablement entrer en scène. Puisque vous allez avoir un objectif, une mission que je vous confie, c'est d'atteindre ces fameuses 2 tonnes par personne, pas juste au niveau individuel, mais au niveau de la population française, et de le faire en 2050. Est-ce que vous relevez le défi? Excellent. Pour ça, on va le faire avec une simulation. Ce que j'ai fait, en toute transparence, c'est que j'ai pris l'atelier d'Automne. On a développé là-dessus un simulateur prospectif qui se base sur des rapports de transition, des rapports de référence, et je l'ai un peu tricoté, on va dire, pour vous donner différents choix possibles à faire qui vont nous permettre de piloter un peu une trajectoire dans le futur. Et il y aura des règles, évidemment. On va faire simple parce qu'on est beaucoup aujourd'hui. Déjà, on va devoir arbitrer. Donc, je vais vous donner à chaque fois, vous aurez 2 options et vous ne pourrez pas choisir les 2. On aura forcément, qui va payer? On n'aura pas un budget illimité. Deuxième règle, la quantification des actions sera imposée. Donc à chaque action que je vais mettre, c'est moi qui vais imposer la quantification. Vous ne pourrez pas dire je suis d'accord avec cette action, mais il faudrait en faire un peu plus ou un peu moins. Il y aura une seule alternative possible. Et finalement, je vais twister un peu le réel, la mise en place se fera beaucoup plus vite peut-être que dans la vie réelle. Les changements industriels qui parfois pourraient prendre quelques années, là on va imaginer qu'ils se font beaucoup plus vite. Voilà, comme ça vous savez un peu les règles du jeu. Dernier point, il nous faut une gouvernance, puisqu'on va maintenant devoir agir au niveau national. Donc je vous propose d'être une assemblée qui va prendre des décisions en représentant à la fois l'État, à la fois les entreprises et à la fois les citoyens. On va être tous mélangés ici et on va avoir la capacité d'action avec un vote qui se fera individuellement. Donc chacun et chacune voterez individuellement. À chaque question, je vous laisserai un temps de débat que vous pourrez faire juste avec votre voisin, de façon très informelle, et une majorité que j'évaluerai à main levée dans ma grande sagesse. Est-ce que les règles sont claires? Oui. Sur les coûts, je vous en donnerai quelques-unes, effectivement. On va attaquer, et je vous propose qu'on commence avec un premier tour. On va passer de 2024 à 2028, avec un premier sujet essentiel, par les temps qui courent, on parle de dépendance au pétrole, etc., c'est de réformer les transports. On a vu que c'était un des plus gros postes d'émissions en France, 32%. On va réformer les transports, et pour ça, je vais vous donner 2 options. On se demande qui va payer. Alors là encore, c'est 2 options un peu caricaturales. Si on veut réduire l'empreinte carbone de la France sur les transports, 2 options. Premièrement, on investit massivement au niveau privé dans la décarbonation du transport individuel. On remplace encore plus vite que prévu tous les véhicules thermiques par des véhicules électriques, des véhicules au gaz ou des véhicules légers. Deuxième option, c'est l'État qui s'engage et qui paye et qui investit massivement dans les infrastructures de transport collectif en permettant de largement augmenter la part des Français qui se déplacent en train et en travaillant aussi sur le fret ferroviaire qui a beaucoup de potentiel de développement. Il y a 2 options et je vais vous laisser 1 minute pour débattre avec votre voisin avant ensuite de procéder au vote à main levée. Vous pouvez commencer. Encore 10 secondes. Fin de la délibération. Messieurs, dames, membres de l'Assemblée, je vous propose de faire silence pour qu'on puisse procéder au vote.
Je vais maintenant procéder au vote à main levée. J'aimerais, s'il vous plaît, messieurs, dames, j'aimerais, s'il vous plaît, que les personnes qui votent pour l'option 1 lèvent la main maintenant. Très bien. On a moins de la moitié. On va voir si ça se distingue bien pour l'option 2. Vous pouvez lever la main maintenant. L'option 2 l'emporte assez massivement. Avant de montrer les résultats, je serais curieux de savoir que quelqu'un puisse prendre la parole sur pourquoi il a choisi cette option. Pourquoi il a choisi cette option, que ce soit la 1 ou la 2, et de pouvoir expliquer, est-ce que c'est pour des raisons d'efficacité écologique ou est-ce que c'est pour des raisons peut-être plus de choix sociétal, par exemple, ou de choix économique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait partant pour témoigner? On a un monsieur là-bas. L'État n'a pas les moyens. Donc vous avez choisi l'option 1. Très bien. On a un autre monsieur ici. C'est compliqué d'aller vite. Dans les régions, vous voyez les TER qui sont vides. Hein, parce qu'il faut aller au TER, ça n'arrive pas au lieu de travail, etc. Donc on raisonne en parisien, là. Alors, on va voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Assemblée a... On va continuer, monsieur, mais il y aura d'autres questions après. Donc, un facteur économique, l'État n'a pas les moyens, et là, un facteur plus de pertinence, en fait, de la mesure sur la deuxième option. C'est pourtant la deuxième option qui a été choisie. Je vais vous montrer ce qui se serait passé si on avait investi sur la première option. Voilà ce qui se serait passé. Vous voyez ici un graphique sur lequel on simule, donc j'ai simulé purement et simplement la mise en place de cette option. On passe de 10 tonnes en 2024 à un peu moins de 10 tonnes, 9,6 exactement, à 8,3 en 2028. Donc on a baissé de 1,3 tonnes grâce à un scénario vraiment ambitieux, si on l'avait fait, sur la décarbonation des véhicules individuels. Vous avez choisi l'option 2 et voici le résultat. Nous avons moins baissé. Au lieu de 1,3 tonnes, on a baissé de 0,7 tonnes. Est-ce un échec? Peut-être, ça dépend. Déjà, on pourrait me dire, ça dépend de la quantification, ça dépend de la mise en place, etc. Donc peut-être que les hypothèses retenues ne sont pas bonnes. Peut-être aussi qu'on pourrait dire, ça coûte plus cher cette option que l'autre, donc on aura moins de moyens pour faire d'autres choses. Peut-être enfin qu'on peut se dire qu'effectivement, ça n'a pas le même impact sur la société. C'est différent en termes de choix de vie pur et simple. Cette semaine, j'étais avec Alain Krakowicz, qui est le directeur de TGV Intercité, et qui lui milite depuis des années pour le train de fonction. Il dit, on marche sur la tête. Aujourd'hui, avec la voiture de fonction, l'État subventionne les entreprises pour qu'on prenne des modes de transport carbonés individuels, alors qu'on pourrait prendre le train de fonction et à ce moment-là massifier vraiment les choses et qu'il y ait un support de l'État là-dessus. Intéressant pour le coup, et ce n'est pas juste un choix économique, c'est vraiment un choix de société. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a baissé quand même assez notoirement. Donc bravo pour ça. Nous arrivons en 2028 et un nouveau défi se présente à nous, puisqu'il faut voir un peu le temps long et se demander quel modèle économique on souhaite pour la France en général. Le transport, c'est important, mais quel modèle économique, comment on va créer des emplois, comment on va assurer une économie qui soit viable. Et là encore, deux options un peu caricaturales, je l'avoue, s'offrent à nous. La première, c'est de réindustrialiser et de continuer avec non seulement la capacité de réindustrialiser, mais aussi d'être intelligent, efficace dans la façon de le faire. Donc de travailler massivement sur l'optimisation de l'énergie dans l'industrie, soit encore plus efficace, et travailler pour que ces nouvelles industries se fassent en économie circulaire, avec beaucoup de réemploi de ressources, avec des modèles qui sont bâtis dès le départ sur l'économie circulaire. Autre option, on dit, nous, notre force, c'est notamment le tertiaire, et on va continuer comme ça. Et à ce moment-là, on va permettre au tertiaire d'être beaucoup moins énergivore notamment. On a énormément de bâtiments tertiaires en France, que ce soit dans le public, mais aussi dans le privé, qui sont pour beaucoup parfois des passoires thermiques. On va investir massivement dans l'efficacité énergétique et, comme on aura quand même toujours besoin de certains biens manufacturés, si on ne peut pas les produire sur place, on va aider les pays d'où on les importe à décarboner eux-mêmes leur production en investissant là-bas. Ce qui n'est pas irréaliste de dire on va vous aider à vous décarboner, on va vous aider, chers Chinois ou autres, à sortir du charbon avec d'autres pays et on va investir chez vous. Deux options qui s'offrent à nous,
le temps du débat est venu, vous pouvez échanger là-dessus avec votre voisin. Encore 10 secondes. Et j'annonce la fin de la délibération. Je demande à l'Assemblée de revenir au silence, s'il vous plaît. C'est assez impressionnant, je vous avoue, parce que c'est vraiment une salle qui fait très assemblée. Donc, c'est un vrai plaisir. Très bien. Donc, il y avait deux options. Vous avez eu le temps de débattre. Là encore, je vais vous demander de voter avant de prendre quelques avis pour ne pas biaiser le vote. Qui vote pour l'option 1 ? À main levée. On a quelque chose de, a priori, une bonne moitié minimum. Merci. Qui vote pour l'option 2 ? Alors, je vois des gens qui votent pour les deux options en même temps. Ce qui est très tentant. Donc, évidemment, c'est très serré. C'est très serré, mais je vois quand même que l'option 2 l'emporte là encore légèrement. Très légèrement, mais on va quand même prendre, avant de dévoiler les résultats, non, je vais les montrer cette fois, et je vous ferai réagir juste après. Voyons encore une fois ce qui se serait passé quand même si on avait fait l'option 1 sur l'industrie. Voici ce qui se serait passé. On aurait continué à baisser, on aurait baissé de 0,7 tonnes en plus. On referait moins 8% en 4 ans par rapport à ce qu'on avait déjà fait. Donc un rythme de baisse qui aurait été moins élevé, mais quand même assez intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer avec l'option que vous avez choisie ? 0,6 tonnes. Alors 0,6 tonnes, pourquoi ? Là, j'ai fait le choix sur l'industrie de faire un scénario ambitieux. Comme vous l'avez vu, c'est pas juste relocaliser l'industrie est pertinent. Notamment parce qu'en France, on a une énergie qui est beaucoup plus décarbonée que d'autres pays. Donc c'est pertinent de l'utiliser. Et en plus, on est très efficace dans nos process. On a une ingénierie de pointe. Donc d'aucuns disent, plus on relocalise, et mieux c'est. Parce qu'on est capable de produire décarboné beaucoup plus que d'autres pays. Donc c'est pertinent. Mais dans le tertiaire, là aussi, il y a des grosses économies, des grosses marges à faire. Parce que, effectivement, des bâtiments tertiaires, si vous pensez à toutes les installations publiques aussi, les clubs sportifs, les mairies, etc., on a énormément de passoires thermiques, ce qui est un problème non seulement écologique, mais aussi social. Les écoles qui sont à 15 degrés à l'intérieur, forcément, ça permet moins bien d'apprendre. Donc on a aussi là un vrai effet de levier qui n'est pas qu'écologique, et c'est évidemment vrai pour l'international. Donc j'ai pris l'exemple de la Chine, mais aujourd'hui, on pourrait très bien dire qu'on va faire d'une pierre deux coups, on va aider des pays dans leur développement, on va avoir un impact social, et en même temps, on va s'assurer d'avoir des produits de qualité et décarbonés qui viennent chez nous. Donc on a quand même un effet de levier qui est intéressant, même si on va un petit peu moins vite. Est-ce qu'on a quelqu'un qui serait prêt à témoigner de pourquoi elle a fait le choix et est-ce qu'elle est satisfaite des résultats ? Peut-être, on a eu deux hommes tout à l'heure. On a, mesdames. Oui, bonjour. Donc moi, j'ai choisi l'option 1 en pensant à l'économie régénérative, en fait. Et en pensant au fait que si je prends l'impact GES, les trois plus grandes industries qui représentent à peu près 30% chacune sont industrielles, transport, bâtiment, agroalimentaire. Et en me disant, il y aura plus d'impact
en touchant ces industries-là qu'avec le tertiaire, qui est certes important, mais moins important sur l'impact GES. Donc du coup, je suis assez étonnée du peu d'écart qu'il y a entre les deux. Merci. Très clair. Rien à ajouter. Mais ça fait un bon éclairage. Et pour ajouter quand même quelque chose, je vais remonter en arrière. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, l'impact en ce cas-là, d'après vous, sur ce graphique, il serait où si on travaille sur l'industrie? Sur quel poste d'émission on aurait un impact? Transport, alimentation. Énergie, transport, Logement, transport. Eh ben, en vérité, sur tous. Pourquoi? Parce que là, on a une approche qui est une approche consommateur. On parle mode de vie, on parle consommateur, donc on voit un mode de vie, mais dans les faits, de l'industrie, il y en a partout dans le mode de vie. Dans la viande, il y a du tracteur. Donc il y a un effet de levier. Si la production s'améliore, alors le consommateur va baisser notoirement son empreinte carbone sans même changer d'habitude. Idem évidemment pour les bâtiments, idem pour les services publics. Je l'ai dit, dans la partie rose foncé, les communs, si les services publics réduisent leur empreinte carbone massivement, bah, nous tous, on baisse d'empreinte carbone sans rien changer. Donc il y a un effet de levier, il y a une grande complémentarité, on le voit là, entre l'individuel et le collectif. Mais tout ça est bien beau, mais nous sommes en 2032, pardon, et on est encore très très loin des 2 tonnes. Et on va donc arriver à un dernier tour d'action. On va arriver jusqu'à 2035, et comme vous le voyez, on a un souci, c'est l'eau. Là, on a continué à émettre du carbone, même si on a baissé. Ce carbone, il continue à avoir un impact sur le climat, et ce climat, il a un impact sur les gens. On a une crise mondiale de l'eau, des sécheresses en Afrique, en Inde, etc., qui sont catastrophiques et qui obligent l'ONU à prendre des mesures. L'ONU lance un ultimatum. L'ONU dit, en Conseil de sécurité, à partir de maintenant, les pays qui ne s'engagent pas suffisamment vont subir des sanctions économiques et diplomatiques. Voilà. Donc, elle impose un ultimatum et elle demande à chaque pays dans le monde 2 éléments. Déjà, de donner des garanties concrètes et solides qu'ils sont capables de mettre en place une dynamique ambitieuse et qui va se prolonger jusqu'à 2050 pour atteindre ces fameuses 2 tonnes. Et deuxièmement, d'avoir du résultat à court terme. Il faut que tous les pays dans le monde passent en dessous de 5 tonnes avant 2035, sinon c'est activation des sanctions. Et on devient un peu paria. Donc il faut aller plus vite. Heureusement, on n'est pas seul. On n'est pas seul parce qu'on a des experts à qui on demande de conseils qui nous disent si vous voulez atteindre cet objectif-là à court terme, voilà ce que vous pouvez faire. Et ils nous disent voilà les 3 leviers principaux. Vous avez commencé à travailler sur le transport, allez plus loin, développer l'intermodalité des transports. Permettez aux gens de passer du train au vélo, du train au covoiturage, etc. Travaillez sur l'alimentation et permettez à ce que les gens réduisent leur consommation de viande, et pas juste en comptant sur les changements individuels, en travaillant sur la restauration collective, en travaillant sur l'offre finalement de produits auxquels on a accès, et finalement sur les biens de consommation, pareil, permettez de doubler la durée de vie des biens de consommation, pas encore juste parce que les gens gardent plus longtemps leurs outils, etc., parce qu'on développe une offre qui les rend capables de faire ça. On sait donc ce qu'on doit faire. Et on sait que si on fait ça, on va y arriver. La grande question que je vous pose là, c'est comment on va le faire. Et là, il faut être ambitieux parce qu'on a un ultimatum, le temps presse, le climat se réchauffe. On va avoir 2 options qui peut-être vont susciter un peu le débat. Comment on fait pour inciter des comportements vertueux et créer une dynamique durable? On va avoir 2 options. Première option, c'est qu'on va réformer le système fiscal. On ne va pas juste dire on met une nouvelle taxe carbone en plus des autres qui se met là au milieu. Non, on va dire on va réformer le système fiscal. On va faire en sorte que le système fiscal, il intègre l'empreinte carbone pour que justement il y ait des produits qui soient beaucoup moins encouragés, qui soient beaucoup plus taxés, et d'autres qui au contraire soit vont être beaucoup moins taxés, soit même vont être subventionnés. Donc c'est une réforme, c'est ni une taxe en plus ni une taxe en moins, c'est une réforme. Autre option, on dit nous on ne veut pas de taxes, c'est pas ça qui nous plaît, on préfère faire confiance aux gens dans leur choix. Par contre, on ne peut pas se permettre que les gens fassent tout ce qu'ils veulent de façon illimitée, on a des limites, donc on va mettre des quotas. On va dire aux gens, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas, par exemple, faire plus de X kilomètres en avion.
ou les entreprises, vous ne pouvez pas produire plus de Y unités de biens. Donc on met des quotas. On a deux options. Évidemment, il y aurait 1000 alternatives, mais là, on n'a pas le choix. À vous de débattre. Encore 10 secondes. Et fin de la délibération. Nous allons pouvoir procéder au vote. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Une assemblée agitée pour ce choix crucial pour la France. Mais je vous demanderai de revenir au silence. Nous avons donc deux choix. Et cette fois-ci, je vais demander à deux témoignages, peut-être une personne qui pense voter pour chacune des options, pour qu'elle puisse défendre pourquoi elle pense que c'est mieux que l'autre option. Est-ce qu'il y a une personne qui va opter pour l'option 1, qui souhaiterait prendre la parole? Ah là, c'est plus... Ah, on a madame qui est courageuse. Ah, pas d'option 3, malheureusement. Oui, madame? Je préfère l'option 1, parce que pour moi, l'option 2, comment dire, si on garde en tête les quotas carbone qui se vendent et qui s'échangent, c'est pas forcément l'option la plus, comment dire, la plus efficace, en mon sens, que c'est fictif. Les quotas, on les vend, on les échange, alors que l'option à la source est quand même plus impactante sur le quotidien des individus, plutôt que des groupements qui peuvent se faire pour, on va dire, faire la régulation à leur sauce. Je trouve que c'est plus concret à la première et touche plus les individus de base que la deuxième. On a bien vu, effectivement, on peut imaginer des mises en place de quotas où on pourrait racheter les quotas les uns les autres. On pourrait aussi imaginer des modèles dans lesquels on est tout le monde, qui qu'on soit, on a les mêmes quotas, mais c'est un excellent point, effectivement. Justement, est-ce qu'on a un supporter ou une supportrice de l'option 2 qui souhaiterait prendre la parole? Ah, monsieur. Là-bas. Bonjour. Moi d'abord j'ai compris l'option 2 comme étant des quotas physiques et pas des quotas qui s'échangent avec un... Voilà, hein, bon, c'est pour ça que j'ai voté option 2, sinon j'aurais peut-être pas voté la même chose. Et j'ai voté option 2 parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus égalitaire en fait, et quelque part équitable que l'option 1. C'est-à-dire que je trouve que par rapport à la répartition de la richesse, la taxe a supposé, alors là aussi j'ai pris l'hypothèse qu'elle était assez flat, cette taxe, était très, très inéquitable entre les gens qui ont des hauts revenus et les gens qui ont des bas revenus. Donc j'ai pensé que l'option don était plus répartissait mieux finalement l'effort entre chacun. Voilà. Oui, excellent point. C'est vrai, moi j'ai une collègue qui m'a dit il y a une option qui est juste et une option qui est équitable. Alors je ne sais pas laquelle est laquelle, mais effectivement il y a un vrai débat derrière qui n'est pas qu'un débat carbone, qui est vraiment un débat de choix de société. Merci. On va maintenant procéder au vote. J'aimerais que les personnes qui ont choisi l'option 1 puissent lever la main maintenant. Et j'ai peut-être une légère majorité, mais est-ce que les personnes de l'option 2... Eh bien, c'est très serré, figurez-vous, mais c'est bien l'option 1 qui l'emporte pour cette fois. L'option 1, donc on va réformer le système fiscal en profondeur. Et là, pour le coup, je vous l'ai dit,
Les résultats, on les connaît quasiment, puisqu'on a vu les leviers sur lesquels ça allait travailler. Eh bien, les voici, les résultats. En 2035, on baisse là de façon beaucoup plus efficace. Donc on imagine que la taxe se met en place directement, le système fiscal est réformé très rapidement. Et là, on a une accélération de la baisse, puisqu'on baisse de quasiment 2 tonnes de plus et on passe en dessous des 5 tonnes. Donc on passe le cap de l'objectif fixé par l'ONU. Donc on est bon. Cependant, vous l'aurez constaté, on est encore largement au-dessus des 2 tonnes. Il nous resterait à réduire 3 tonnes si on voulait atteindre les 2 tonnes. Je vous l'ai dit, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé une dynamique qui normalement devrait être durable et qui devrait nous permettre de faire encore plus d'actions, d'avoir encore plus de moyens pour financer d'autres mises en place d'actions. Et on va rester sur ça pour la simulation. La suite, évidemment, je ne vais pas vous la faire maintenant. On pourrait l'imaginer, mais si vous voulez le faire, il faudra faire un vrai atelier d'automne. On a beaucoup plus de temps pour développer toutes ces actions-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous donne déjà un bon aperçu de concrètement un peu c'est quoi le défi écologique. On voit les ordres de grandeur de baisse permis par certains leviers principaux au niveau collectif. Qu'est-ce qui se passe si on retourne un peu sur Terre et qu'on essaie de tirer quelques enseignements de ce qui s'est passé? Alors déjà, premier enseignement, moi je veux vous remercier parce qu'on a eu un exercice démocratique dans lequel personne ne s'est tapé dessus et c'est quand même à souligner. Voilà. Donc ça, c'est un premier enseignement. On peut encore débattre, on peut encore avoir des désaccords et pourtant trouver des solutions ensemble. C'est un premier enseignement, mais il n'y a pas que ça. Il y a un autre enseignement, c'est que moi, je vous ai quand même un peu trahi. Et je l'assume. J'ai vu des déceptions quand je vous dis qu'on arrêtait à 2035, mais je vous ai trahi à plusieurs niveaux. Déjà, le temps, comme je vous l'ai dit, c'était un peu biaisé. Dire que oui, je pense que si un industriel du monde automobile me voit les résultats et voit la rapidité de mise en place, il ne sera peut-être pas content. Et effectivement, je l'assume, là on a fait une simulation simple pour voir des ordres de grandeur. Deuxièmement, c'est que j'ai mis des choix qui, alors on pourrait dire stricts, mais surtout caricaturaux. Et avec un nombre de choix quand même très limité, et on peut dire qu'il n'y avait pas une immense créativité là-dedans. Les financements sont limités. Vous deviez absolument choisir l'un et l'autre, alors que beaucoup de gens disent moi j'aurais voulu faire les deux. Pourquoi on ne ferait pas les deux en même temps? Puis enfin, on n'est pas allé jusqu'à 2050. Et pourquoi c'est dommage? Parce que là, vous voyez qu'on a eu une trajectoire de baisse qui est plutôt de l'ordre du linéaire, notamment au début. Sauf que quand on parle de climat, le gros sujet, ça n'est pas d'atteindre juste les 2 tonnes en 2050 de façon linéaire. Le gros sujet, c'est la quantité totale de gaz à effet de serre qu'on émet sur la durée. C'est ce qu'on appelle le budget carbone qui s'accumule dans l'atmosphère et qui crée les émissions de gaz à effet de serre. Autrement dit, si je reste à 10 tonnes jusqu'à 2049 et que je passe à 2 tonnes soudainement, j'ai déjà perdu la partie. C'est la fameuse notion d'air sous la courbe. Ce qu'on regarde, c'est l'air sous la courbe. Ce qui suppose d'être beaucoup plus ambitieux au début, de travailler sur les leviers, les quick wins notamment, pour que justement on puisse lisser l'effort après. Et là, je ne vous ai pas permis de faire ça. Donc, toutes mes excuses, c'était pour les biens de la simulation. Mais ce n'est pas tout. Deuxième enseignement, c'est qu'on a pu voir, il faut agir avec ambition si on veut réussir. Et il faut le faire pas juste sur un secteur. Il n'y a pas d'action miracle. Là, on a investi sur plusieurs secteurs de façon ambitieuse et on l'a vu, on n'a pas atteint les 2 tonnes. Donc on le voit, il y aura tous les secteurs qui seront impactés, l'alimentation, les transports, l'industrie, les services publics, etc. On doit agir partout. On doit agir à tous les niveaux. Donc là, on a vu qu'il y a eu des actions de l'État, des entreprises, des individus. Et c'est pas est-ce que c'est toi, est-ce que c'est moi, c'est tous ensemble. Et finalement, il faut agir sur tous les leviers. Là, on a travaillé sur des leviers technologiques, des leviers de changement de comportement, des leviers de sobriété, des leviers d'efficacité, des leviers de changement de type d'énergie utilisée. Tout ça, on doit le faire. Et là encore, c'est pas est-ce que je fais ça ou ça, c'est il faut activer tous ces leviers-là de façon directe et indirecte. Et encore une fois, ça n'est pas moi qui le dis. Notre travail, il est basé sur des travaux de référence. Je vous en mets quelques sources qui nous montrent que ce n'est pas un scénario qui est fictif, c'est un scénario qui reste dans le domaine de ce qui est réaliste. La planification écologique, donc il y a M. Payon qui était là ce matin, leurs travaux vont dans le même sens. C'est vrai pour l'ADEME, c'est vrai pour le Shift Project, etc. Une petite chose que je voudrais voir. Au début, je vous ai parlé de donuts. Je
vais parler d'enjeux sociaux, je vais parler de biodiversité, etc. Et là, on a vu un seul focus, c'était une courbe d'empreinte carbone. Donc là aussi, peut-être je vous ai un peu menti, mais comment on est passé soudainement de tous ces enjeux-là et la beauté de viser le bien commun à viser uniquement un truc quand même pas très sexy, c'est une courbe d'émission d'empreinte carbone. Bah, si on voyait le bilan autrement, si on ne regarde plus du tout les résultats carbone qu'on a eus, on regarde autre chose. Là, en 2035, après tout ce qu'on a fait, elle ressemble à quoi la France? Et quel impact on a eu? Bah déjà, si on regarde un peu au niveau écologique, on a travaillé sur d'autres choses. On a eu des bénéfices sur beaucoup d'autres choses. Il y a plein d'espaces naturels qui ont été préservés. Toutes les mesures qu'on a faites, notamment sur la réduction de la consommation de viande, on a libéré des espaces agraires, on a pu éviter de l'utilisation d'espaces naturels en France, mais aussi beaucoup à l'international dû à l'importation. On a limité la pollution en travaillant là aussi sur le système agricole, sur le système industriel, les pollutions locales, on les a évitées, ce qui est quand même un très grand bénéfice, c'est une des limites planétaires. On a limité notre besoin en ressources naturelles. On le sait qu'il va y avoir des pénuries sur beaucoup de ressources naturelles, notamment les métaux. Là, on a limité nos besoins en métaux avec tous les éléments sur l'industrie, notamment. Et puis finalement, de façon générale, on a quand même préservé la biodiversité, avec beaucoup d'actions qu'on a faites qui ont des gros co-bénéfices sur la biodiversité. Donc déjà, bravo à vous, parce que vous avez un bilan écologique, pour le coup, en tant qu'assemblée, qui est plutôt positif. Et là, vous allez me dire, oui, mais les Français, ce n'est pas vraiment leur gros sujet de préoccupation, donc ce n'est pas avec ça qu'on va garder notre poste. Et vous auriez peut-être raison. Alors regardons le bilan plus social. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des emplois. On a créé des emplois, on en a sûrement détruit aussi, mais on a créé beaucoup d'emplois dans l'industrie, dans le tertiaire, dans les modèles, les pratiques agricoles qui demandent aussi des emplois. On a créé beaucoup d'emplois. On aurait pu faire ces choix-là juste pour ça, dans l'absolu. Même pas en visant le carbone. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a amélioré beaucoup les conditions de santé des gens. C'est un gros sujet, la santé. Quand on prend la mobilité douce, on réduit énormément les risques cardiovasculaires. On améliore énormément de choses de santé à la fois physique et de santé mentale. Idem pour la consommation de viande, où on sait que c'est lié à des problèmes de santé quand on en consomme trop. Quand on limite notre consommation de viande, c'est gagnant. Donc, on a des gros co-bénéfices sur la santé. Les Français peuvent être contents de ça. Autre élément, ça a été abordé au début, la notion d'équité territoriale. On le voit et c'est ressorti encore tout récemment dans les déterminants de vote de pas mal de Français. Il y a aussi la distance par rapport aux gares, la distance par rapport aux bureaux de poste. Là, on a fait des actions pour peut-être désenclaver certains territoires, pour permettre que les gens puissent se déplacer, non seulement de façon décarbonée, mais qu'ils puissent se déplacer tout court, avec une offre de transport en commun qui soit de qualité. Et là, on peut dire qu'il y a peut-être un peu de justice. On n'est pas juste entre Parisiens, on travaille là-dessus, on améliore l'offre, on investit massivement pour ça. Et puis, oui. Alors, effectivement, si on regarde juste l'empreinte carbone et juste dans le scénario que je vous ai fait, la voiture individuelle permettait plus de réduire sur l'empreinte carbone. Et c'est pour ça que justement je fais ce débrief. Parce qu'il n'y a pas que le carbone dans la vie, premièrement, et deuxièmement que ça dépend beaucoup de l'échelle de temps qu'on se fixe. Parce que si on investit massivement dans le véhicule individuel électrique et qu'un an après on dit finalement on change d'avis, forcément ça ne marche pas. Dernier point, on a travaillé sur la souveraineté en relocalisant, on a eu beaucoup de bénéfices là-dessus. Ça, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais il y a une chose que je ne vous ai pas permis de faire, c'est de travailler sur le fait d'embarquer les gens, de fédérer les gens avec vous. Ça, je ne vous l'ai pas permis. Je vous ai donné que des actions qui sont des actions techniques. Et ça, pour moi, c'est là où je vous ai le plus trompé. Parce qu'on le sait, c'est la capacité d'embarquer les gens qui est décisive dans la capacité d'avoir justement du budget et du financement. Si on fait les choses contre les acteurs de la société, en général, on n'est pas suivi. Et là, je ne vous ai donné aucune action qui parlait d'éducation, qui parlait de pédagogie, qui parlait de sensibilisation. Et c'est peut-être là où le bas blesse. Et c'est peut-être là où, si on l'avait fait plus tôt, on aurait eu beaucoup plus de budget pour être beaucoup plus ambitieux. Je vais finir en 3 minutes pour vous donner un petit mot de conclusion assez rapide avec quelques messages clés. Déjà, je voudrais vous remercier parce que moi, j'ai passé un super moment. J'espère que vous aussi. Quelques messages clés. Et je vais revenir directement à l'intitulé de ce sommet, qui va payer, où moi j'ai
J'ai des réserves sur la façon dont la question est formulée. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions qu'on peut se poser. Déjà, sur le défi écologique tel que je l'ai dit, est-ce que c'est une fatalité ou est-ce que c'est un défi ambitieux? Moi, je pense que c'est un défi ambitieux. Et ce n'est pas une évidence, de plus en plus de Français sont ultra sceptiques, pas juste sur la réalité du changement climatique, mais aussi sur le fait qu'on va y arriver. Les gens n'y croient de moins en moins. Et quand on n'y croit pas, on ne peut pas agir. On le voit, on a un défi qui est colossal, il va falloir des investissements qui sont conséquents, mais ça ne suffira pas. Il ne faudra pas juste mettre de l'argent à gauche ou à droite, il faudra aussi changer les choses en profondeur. Donc on a un défi ambitieux face à nous, et il faut s'en emparer. Deuxième question que je pose, c'est est-ce que c'est des contraintes ou des libertés? On pourrait dire, là c'est une série de contraintes en plus, c'est des trucs abominables, on ne peut plus rien faire, c'est des réductions, etc. partout. Oui, mais non, pas forcément. On a encore aujourd'hui un espace de choix qui est important. On a encore la maîtrise de notre destin, et cette montagne à gravir, on peut faire des choix de la gravir d'une façon ou d'une autre. On l'a vu là, on avait des choix de société très très différents qui permettent d'atteindre des résultats qui sont conséquents. La question c'est qu'est-ce qu'on veut activer? Oui, on doit faire un peu, voire beaucoup de tout, mais il y a énormément de façons de le faire. Le modèle de transition à la française et le modèle de transition à la chinoise ou à l'américaine ne sera pas le même, et c'est probablement tant mieux. Donc on a beaucoup d'espace de liberté, c'est vrai pour les entreprises, dans les stratégies qu'elles fixent, c'est vrai pour l'État et c'est vrai pour les individus. On n'est pas tous obligés d'avoir le même mode de vie non plus. Troisième élément, coût ou investissement. Qui va payer? Ça peut sous-tendre que c'est juste un coût. Évidemment, je sais que c'est plus complexe que ça, mais comment on formule la question, qui va payer? C'est un coût. On peut le voir bien sûr comme un investissement. Est-ce qu'on s'est déjà demandé qui va payer pour la transition numérique? Peut-être. Peut-être aussi qu'il y a beaucoup de gens qui disent moi je vais être le premier à le faire. Je ne veux pas attendre, je ne veux pas être le dernier, je veux être le premier à le faire. Aujourd'hui on parle de révolution de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on se demande qui va payer pour la révolution de l'intelligence artificielle? Moi j'ai entendu personne dire ça, j'ai entendu les gens dire mais moi je veux investir là-dessus, ça va être ultra rentable, je sais que ça va détruire plein d'emplois, je sais que ça va avoir beaucoup de conséquences qui sont négatives, mais je sais aussi que ça va arriver et que c'est positif. Et je voudrais citer un homme pour qui j'ai un respect mitigé, Jeff Bezos, qui dit, on me demande tout le temps, qu'est-ce qui va changer dans 10 ans pour que je puisse faire l'entreprise qui va marcher dans le futur? Il dit, moi je ne réfléchis pas comme ça, je me demande toujours quand je crée une entreprise, qu'est-ce qui ne va pas changer dans 10 ans? Et il dit, moi j'ai créé Amazon parce que dans 10 ans, les gens ils voudront des produits moins chers, livrés rapidement, j'en suis sûr, et je sais que ça va marcher. On a une certitude, c'est que dans 10 ans, les problématiques écologiques et les problématiques sociales qui vont avec, elles seront toujours au cœur de l'agenda, plus que jamais, quoi qu'il arrive. Donc là-dessus, on peut investir, et il vaut mieux investir maintenant pour garder la maîtrise de notre destin et en tirer tous les bénéfices. Le faire de façon proactive et non pas de le subir. Dernier point, avant-dernier point, pomme de discorde ou cause commune. Oui, des fois on a tendance à s'opposer sur des sujets, des fois on a tendance à ne pas être d'accord. On peut aussi dire que c'est un sujet qui est fédérateur. 85% des Français sont inquiets, préoccupés par le changement climatique. Alors sur les solutions apportées, ils ne sont pas d'accord, mais ils sont inquiets sur le sujet. Et donc peut-être que là, au lieu d'en faire quelque chose qui nous divise, on peut se dire, on est d'accord sur pas grand-chose, mais on a un ennemi commun, et là-dessus on peut créer du lien. Et là-dessus on peut créer une dynamique sociale, on peut créer un projet de société, peut-être, qui nous permet ensemble de penser l'avenir et de croire en l'avenir. Et de ne pas juste être dans le déclinisme et le défaitisme. Et dernier point, oui c'est une menace, c'est aussi une opportunité. Si on est capable de s'unir autour de ça, alors ce n'est pas juste de répondre à un problème, c'est aussi d'en faire le moyen de changer les choses pour que ça aille encore mieux. On l'a vu au début, oui, on avait une amélioration des conditions sociales, mais on a aussi des choses qui ne vont pas dans notre pays, qui sont vraiment liées au social, qui sont liées au niveau de bonheur, au niveau de satisfaction des gens, au niveau de la santé mentale. Tout ça, on peut y apporter des solutions. On peut créer des modes de vie qui sont plus épanouissants, on peut créer des entreprises qui sont plus performantes avec des indicateurs différents, on peut créer une nation qui est encore plus épanouie. Et ça, j'en suis absolument convaincu, et je vous laisserai avec une citation de Jules Verne. Rien ne s'est fait de grand qui ne soit une espérance exagérée. Je pense que notre responsabilité en tant que leader, c'est cette espérance. Je pense que
on a besoin qu'on y croit. On a besoin qu'on y croit, on a besoin qu'on soit ambitieux dans ce qu'on veut faire, qu'on ne soit pas cynique, qu'on ne soit pas fataliste et qu'on se dise on a notre destin entre les mains, on a un défi face à nous, espérons, travaillons et faisons en sorte que ce défi nous permette d'en ressortir par le haut. Je suis persuadé que si on arrive à penser ça, on peut montrer un exemple qui soit vertueux pour tout le monde. Et ce sera ma dernière phrase. Merci beaucoup à toutes et tous.